Bonsoir à toutes et tous. On vous laisse commencer peut-être. Ah d'accord. Eh bien voilà. Bien. On se réunit ce soir pour annoncer que LFI et le PCR présenteront une liste commune, la liste de l'Union populaire à Angoulême. Elle sera composée de militants politiques de la France insoumise et du Parti communiste français, mais surtout de citoyennes et de citoyens, de personnes engagées dans les associations ou encore le syndicalisme. Nous présenterons une liste commune car il y a une convergence de programmes entre le Parti communiste français et la France insoumise et une volonté commune de poursuivre l'expérience intéressante et nécessaire du nouveau Front populaire à Angoulême. À l'heure actuelle, je sais que c'est une question qui nous a beaucoup été posée. Nous avons le nombre de personnes nécessaires pour déposer notre liste. Cependant, nous considérons que nous invitons toutes les personnes qui souhaitent poursuivre le nouveau Front populaire et qui souhaitent s'investir pour Angoulême, sur la base d'un programme qui décline localement celui du nouveau Front populaire, à nous rejoindre et à nous contacter s'ils souhaitent être candidats ou candidates sur la liste de l'Union populaire pour Angoulême. Donc, comme vous le savez, nous avons été, c'est le cas pour la France insoumise, c'est le cas pour le Parti communiste, dans une démarche d'ouverture vis-à-vis des forces en présence à Angoulême qui s'opposent fermement au macronisme. Et donc, concernant les écologistes et Angoulême Collectif, malgré leur refus de contracter une alliance pour les élections municipales, nous souhaitions dire solennellement ce soir que la porte reste ouverte pour s'unir, et ce, même avant le premier tour de l'élection municipale. Du coup, voilà, nous invitons tous celles et ceux qui refusent la division du NFP à nous rejoindre. Et concernant le programme, il est en cours de finition et on le décline localement basé sur le programme du NFP. Donc, comme le disait Sarah, on se rejoint avant tout sur un programme décliné des grandes orientations du nouveau Front populaire. On va un peu relister, bien sûr adapté au niveau local, mais je ne sais pas si tu veux en dire deux mots de lui. Oui, il y a des orientations générales qui nous rassemblent, et puis on aura tout à l'heure aussi quelques déjà premières propositions communes à formuler. La première orientation qui nous rassemble, c'est le souhait de répondre aux besoins de la population et défendre le pouvoir d'achat, autant on déclinera tout à l'heure dans ce qui concerne des compétences municipales et des compétences de la communauté d'agglo. Il y a aussi quelque chose de très fort sur lequel on se rejoint, c'est le développement des services publics et la défense de la gestion publique, notamment sur des dossiers qui concernent la commune, comme le collège de Michel Palais, qui est un dossier qui ne fait pas forcément unanimité dans les forces de gauche. On sait que M. Mardikian s'était positionné pour la fermeture, et au moment du dépôt de la motion de la majorité à Angoulême pour la défense du collège Michel Palais, les élus de l'opposition, dont un certain nombre maintenant sont dans la dynamique d'Angoulême Collectif, s'étaient abstenus sur cette motion. Donc nous, on souhaite communément réaffirmer notre opposition à la fermeture du collège Michel Palais, mais ça c'est un exemple parmi tant d'autres de cette défense de la gestion publique qui nous tient très à cœur. On agira sur, bien sûr, l'égalité et la lutte contre toutes les discriminations. On va mettre ça largement au pluriel, tant elles sont nombreuses, du handicap à l'égalité femmes-hommes, aux droits des migrants, etc. Et des disparités sociales, l'exclusion sociale. Il y a également un engagement à faire la bifurcation écologique de la commune et à anticiper les effets du changement climatique. On l'a vu notamment l'été dernier qui a été très impactant au niveau de la chaleur. Il y a vraiment quelque chose à faire au niveau municipal pour mettre en sécurité la population, prévoir justement les effets du changement climatique. Donc ça aussi, ça va être un axe très important. Impliquer également davantage la population pour une vraie démocratie au quotidien. Ça a été vérifié partout,
c'est une demande profonde qui surgit partout en France, été vérifiée par les militants sur le terrain au moment du porte-à-porte, les doléances et les propositions intercueillies. Donc on voudrait pouvoir mettre en place des structures pour pouvoir recueillir plus facilement, positiver les demandes de toute la population au quotidien. Et enfin, c'était de développer une commune engagée pour la paix, notamment en développant des liens à l'international. On en a beaucoup discuté, que ce soit au niveau de la commune ou de la communauté de communes. Des liens sont déjà existants, mais ils méritent d'être renforcés, de nouveaux projets développés pour mener des projets de solidarité avec des peuples du monde entier. Et donc là, c'était les grandes orientations programmatiques. Et en exclusivité, on va aussi vous donner cette première proposition commune qu'on va défendre dans le cadre des élections municipales, certaines que vous connaissez déjà. La première, c'est tendre vers la gratuité des cantines scolaires. Donc en commençant d'abord par les plus précaires, parce que je ne reviens pas sur sur la campagne qu'on a menée, mais voilà, il y a au moins un enfant sur 5 qui ne mange pas. Qui n'a pas de petit déjeuner, qui ne mange pas forcément en arrivant à l'école. On sait aussi qu'il y a une part importante de la population, du fait de la pauvreté, qui ne mange pas forcément de manière saine. Et donc à cet objectif de gratuité tout de suite pour les plus précaires et de tendre de manière générale vers la gratuité pour tous. Et le 100% bio et local. Et d'ailleurs, cette mesure, ce n'est pas une mesure nouvelle, parce qu'elle était déjà défendue dans le programme du nouveau Front populaire au niveau national lors des élections législatives. Et nous, on regrette que les autres forces de gauche, au moment où on a mis cette question dans le débat public, finalement, il y a eu une forme d'opposition entre la question du prix et la question de la qualité, ou même tout simplement un rejet. Et donc voilà, nous, on s'ancre dans la continuité du forum du NFP. Et là, c'est un exemple avec cette mesure. De même, on prône la mise en place d'une tarification sociale pour les bus urbains. Là, je crois qu'on est les seuls à gauche à faire cette proposition, donc en s'appuyant sur les expériences qui sont menées dans d'autres secteurs du pays. Je pense à Niort, ou Dunkerque, ou Montpellier, tendre vers la gratuité des transports progressivement. En tout cas, mettre en place une tarification sociale pour permettre une mobilité plus simple, tout en repensant le réseau de transport en ville. Là, on a des expériences sur lesquelles s'appuyer. Très nombreuses. Sachant que notre parti, le PCF, avait lancé une pétition il y a déjà presque une dizaine d'années, qui avait Localement. Sur Angoulême. Pas forcément lancé au bon moment, parce que c'était le moment où on venait de rénover le système de billettique, donc c'est vrai que ça tombait un peu mal, mais on avait eu une dizaine d'années, il y avait pas loin de 1800 signataires, donc on pense que c'est quand même quelque chose qui traîne dans la tête des gens qui ont besoin de se déplacer en ville. Et puis pour aller dans le sens de ce qui vient d'être dit, on sait qu'il y a un sondage qui a été réalisé récemment qui dit qu'il y a 70% de la population française qui est favorable à la gratuité des transports en commun. Et il y a un moment, on l'a vu récemment, quand on a lancé cette idée-là, il suffit de voir au niveau de la Charente Libre l'article, il y a eu plein de gens qui l'ont partagé. J'imagine que vous avez des chiffres que nous on n'a pas en nombre de vues, mais nous on l'a perçu et on voit que ça répond à une réelle demande de la part de la population. Autre proposition qui nous paraît assez centrale, c'est le fait de sécuriser les routes, les trottoirs et les pistes cyclables. Donc il suffit simplement de se balader dans Angoulême et puis de tomber régulièrement sur un nid de poule ou de faire du vélo sur Angoulême et de se rendre compte qu'à un moment donné, tiens, c'est un peu dangereux. C'est pas sécurisé, surtout route de Bordeaux. Pour vous dire, moi je fais du vélo, je monte sur le trottoir. Voilà. Sans De parler Magélis au Mazagran, mais ça va pas d'être sur la piste cyclable. Oh mais faut être fou. Hein. sans parler de l'état des trottoirs où là parfois pareil c'est une catastrophe. Donc si on voit les personnes en situation d'handicap ou même simplement les personnes âgées ou qui ont des problèmes de mobilité, les poussettes, voilà. Donc là pour nous c'est un véritable enjeu et
Et d'ailleurs, à ce propos, on sait que ça ne va pas se faire, parce qu'il y a tellement rien qui a été fait pendant des années, que ça va être une politique qu'on va devoir mener sur au moins 2 mandats. Voilà, mais en tout cas, nous, on va commencer à mettre en place cette politique de rénovation, et pas genre, on va prendre des gravillons pour combler les nids de poules, et ça dure 1 an, et après, il faut refaire des travaux. Non, il y a cette logique, on fait bien la route, et puis la manière de comment on va le faire, si jamais il y a besoin de faire des travaux de canalisation, ce genre de choses, on va tout planifier. Donc, il y aura une politique de planification des travaux, comme je disais, sur au moins 2 mandats. Les interventions sur les revêtements neufs, c'est agaçant. C'est-à-dire que les prestataires de réseau doivent planifier leur intervention de manière à tenir compte de l'investissement lourd qui est fait quand on rénove une chaussée. Et on a malheureusement à subir le fait qu'il y a toujours une intervention à faire 6 mois après, quoi. On garde un nouvel entretien de bonne qualité pendant 6 mois simplement. Et ça gaspille l'argent public. Donc il y aura aussi l'intervention à faire sur la discipline à intégrer du côté des interventions des intervenants sur la liste. D'où l'importance d'une planification, et que ce ne soit pas fait comme ça, quoi. Je ne sais pas si tu voulais dire un mot, Nicolas, sur... Ici, créer un centre de santé, un centre de santé avec des soignants salariés. On dit bien centre de santé. Alors, la sémantique a l'importance, mais nos concitoyens ont peut-être une mauvaise connaissance de la différence qu'il y a entre une maison de santé, qui est un investissement foncier avec de l'argent public pour faciliter l'installation de la médecine libérale. Là, il s'agit d'installer au niveau de la municipalité des centres de santé avec des salariés de la fonction publique. Qui viendraient s'adosser qui viendraient compléter l'offre de Charente Santé, notamment. Par exemple. On peut aussi entrevoir un centre de santé qui soit en relation forte avec le centre hospitalier et donc directement avec la fonction publique hospitalière. Bien sûr que la municipalité va se mobiliser sur cette problématique-là, mais on peut convenir que c'est bien une problématique. On a 3 fonctions publiques, c'est bien une problématique de fonction publique hospitalière. Donc on jouera de tous nos efforts pour conjuguer nos compétences de manière à ce que ce besoin vital soit installé à proximité des besoins de la population. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un centre de santé existe déjà, celui de la Grande Garenne qui a été mutualisé avec celui de Girac. Vous, ça sera un autre. Il y a un besoin. Il y a un besoin de médecins. Donc là, la question maintenant, c'est que justement, nous on propose justement d'en créer un autre. Donc le lieu, là, tout ça va se définir, parce qu'il faut réfléchir aussi, ça a des conséquences de la manière de comment on l'organise. Mais l'idée, c'est de répondre à un besoin, parce qu'il y a un manque de médecins et plus généralement de soignants sur la commune. Oui, parce qu'on a parlé des médecins, mais effectivement aussi des spécialistes. Et voilà. Et on sait qu'il y a beaucoup d'habitants d'Angoulême qui ont des difficultés aussi à trouver des spécialistes. Y compris un travail important en prévention et en maintien de la santé, pas uniquement dans le curatif, mais aussi la prévention en lien aussi avec l'hôpital et d'autres spécialistes. Et vraiment sur le côté salarié, c'est important parce que du coup, on voit là où ça a pu se faire dans d'autres communes à travers la France, ça marche. On a des médecins du coup, qui ne perdent pas leur temps dans des démarches administratives parce que du coup, il y a des gens qui sont salariés exprès pour ça. Ils peuvent se concentrer réellement sur les actes médicaux et on n'est pas dans la situation, donc là, ce qui a été dit tout à l'heure sur les maisons de santé, où parfois, on construit des murs, on investit là-dedans, on fait venir des libéraux. Les libéraux, ils viennent là un temps, et puis après, ils partent. Et puis là, il y a l'infrastructure qui a été financée par l'argent public, mais il n'y a plus les médecins dedans. Et donc, nous, on s'appuie simplement sur les réussites, qui sont d'ailleurs des réussites qui se font dans des villes de gauche comme dans des villes de droite. C'est simplement une politique de service public et de bon sens, quoi. Ensuite, autre mesure qu'on va défendre, c'est notamment en termes de politique de tranquillité publique. L'idée de favoriser la présence humaine
la médiation et la prévention. Parce qu'aujourd'hui, il y a une politique sécuritaire, démagogique, qui consiste en fait à dire on va mettre des caméras partout. Sauf que concrètement, on sait que ça n'a pas de réelle efficacité pour pouvoir limiter les actes de délinquance. Dans la lutte contre le sentiment d'insécurité, toutes les études montrent qu'entre la présence humaine et une caméra de vidéosurveillance, les gens ils préfèrent la présence humaine. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant la manière de comment la question de la sécurité publique elle est abordée dans le cadre de l'élection municipale, où il y a certains candidats qui parlent beaucoup de ce qui se passe au niveau du Champ de Mars, pourtant il y a des caméras de vidéosurveillance. Donc ça montre bien que ça règle rien et que l'importance, c'est l'humain et puis c'est surtout la politique de prévention. Donc la politique de prévention, évidemment, qui peut se faire à travers des médiateurs, à travers aussi des professionnels qui sont formés justement à toutes ces questions-là, mais il y a aussi évidemment toute la politique d'accompagnement qui peut se faire pour accompagner les gens qui sont dans la délinquance pour en sortir. Parce que la politique du bâton, ça ne fonctionne pas. Donc ça veut dire quoi, LFI et le PC à la mairie, ce sera moins de caméras mais plus de policiers municipaux? Moi je souhaiterais plus de policiers nationaux. Il me semble que la tranquillité publique c'est d'abord c'est une compétence de l'État. Donc à mon avis c'est pas suffisant de pallier les insuffisances de l'État dans ce domaine par un recrutement municipal. Et puis il y a une question de compétence. C'est-à-dire que concrètement, les policiers municipaux, ils peuvent agir dans le cadre des compétences de la mairie. Donc, Oui, mais vous me dites une politique de tranquillité en privilégiant la présence humaine, est-ce que je dois traduire ça par davantage de policiers municipaux du coup? Parce que c'est pas vous qui déciderez de faire venir des policiers nationaux. Pas nécessairement. La politique de tranquillité publique, tout à l'heure où je parlais de l'exemple des médiateurs, ça ne serait pas forcément un nombre de policiers municipaux. Ça peut être une réponse, mais il n'y a pas que ça. Et la question, c'est surtout d'étudier les besoins et pas partir justement dans ce délire un peu sécuritaire qui est du gâchis de l'argent public. Parce que des caméras de vidéosurveillance, ça coûte une blinde et on sait que ça sert à pas grand-chose. Y compris même sur le sentiment d'insécurité, comme je le disais tout à l'heure, l'impact il n'est pas toujours là. Donc ouais, c'est de manière générale une présence humaine sur le terrain. Donc il y a la question des médiateurs, éducateurs de rue, on a parlé des policiers municipaux, il y a aussi la question des agents ASVP. Enfin voilà, pour nous c'est un ensemble, quoi. La présence humaine, elle permet de parfois réorienter les personnes qui aussi ne sont pas nécessairement dans la délinquance, mais peuvent provoquer un trouble à l'ordre public ou à la tranquillité publique, mais pour des raisons qui sont indépendantes de leur volonté. On sait qu'aujourd'hui, il y a eu une explosion des manifestations de personnes qui ont des problèmes psychiatriques ou psychologiques dans l'espace public. Ça, c'est un exemple concret de ce que nous, on veut faire. C'est-à-dire qu'on veut mettre ensemble les acteurs pour que ces personnes-là, au lieu qu'elles aient à être filmées par des caméras de vidéosurveillance ou à être malheureusement retrouvées par les policiers municipaux qui sont un peu tout seuls sur le terrain, qu'elles puissent avoir un ensemble d'acteurs pour intervenir. Un exemple. Et sur la politique de prévention, parce que ça, pour nous, c'est essentiel, je vais prendre volontairement un exemple qui est anecdotique. Quelqu'un qui va être mal garé, aujourd'hui, il va se taper une amende directe. Nous, on pense que c'est important de faire de la prévention. C'est-à-dire que ça va expliquer, de revenir sur les enjeux, etc. Et on sait que, par exemple, dans certaines communes, je pense notamment en région Île-de-France, qui sont d'ailleurs co-gérées aujourd'hui par la France Insoumise et le Parti communiste, et ça se passe comme ça. C'est-à-dire que les services municipaux, ils vont dans un premier temps avoir une démarche d'explication, d'éducation. Ça peut être pour le stationnement, ça peut être aussi sur les déchets, ce genre de choses. Sur les incivilités de manière générale. Et à partir du moment, en fait, et ça participe. Parce que concrètement, on voit dans les communes, je pense par exemple à Fontenay-sous-Bois, où il y a ce genre de politiques qui sont menées, les résultats, ils sont là. Donc ça marche. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans quelque chose de dogmatique.
Non, non, je m'en prie. Peut-être Marie. On va aussi Moi, j'écoute. organiser avec les habitants une vie de quartier plus active, notamment avec la réouverture du cage Bel Air, en consultant les habitants. On a eu quelques orues sur l'agglo ces dernières années. On peut s'interroger sur la consultation des habitants dans ces opérations-là. La Grand Fond est encore en chantier, on a encore des choses à faire. Et malheureusement, effectivement, la dégradation du cage. Ouais. Le cage est un outil fédérateur. On parlait de tranquillité publique. Le cage, c'était la racine de la cohésion sociale sur le quartier. Donc il y a quelque chose à faire quand on investit dans ces équipements-là, de manière à ce qu'il y ait l'appropriation nécessaire par les habitants. Et la meilleure façon qu'il y ait cette appropriation avec les habitants, c'est que la conception de l'équipement soit co-conçue dans le débat public. C'est exactement ça, et puis on l'a vu récemment avec la pétition où la Charentille s'est fait le relais pour la réouverture du cage. C'est une initiative des habitants du quartier, notamment de jeunes qui sont entre, on va dire, 18 et 25 ans, et pour qui c'était leur unique en fait, lieu de vie et de sociabilisation. Et voilà, je pense que ce que Nicolas pointe du doigt, c'est vraiment le nœud du problème, c'est-à-dire que l'ORU a du mal à se faire accepter par la population parce que les habitants voient bien qu'il y a des choses qui sont faites sans qu'on ait... Alors, qui est de réelle étude des besoins de la population, et ça donne lieu à toutes sortes de questionnements en fait. Est-ce qu'il est... Enfin, moi je l'ai entendu, est-ce qu'ils ne pensent pas capables? Est-ce que voilà, il y a vraiment un sentiment de mépris là-dedans. Et ça, je pense que c'est vraiment comment dire, un sentiment qui éloigne les gens de l'action collective, de l'action politique. Ça, c'est un peu le nœud qu'il nous faudra délier. Les habitants, mais je dirais aussi les organisations qui les représentent. Ça peut être aussi associer les partis politiques, les syndicats, les associations, les organisations de locataires ou les associations culturelles ou sportives, puissent être entendues aussi dans ces grandes concertations. Ce qui ne semble pas être le cas ni à la ville, ni à l'agglo. Nous, on considère que ces élections, même si on a écrit sur la fiche élections municipales en Angoulême parce que c'est plus court, c'est bien des élections municipales et communautaires. Et pour nous, c'est extrêmement important, d'abord par un certain nombre de compétences qui nous s'intéressent de faire évoluer, et puis, oui, il faut bien mettre dans la tête des gens qui voteront doublement, pas 2 fois, mais doublement. Et les enjeux sont importants avec nos candidats amis sur d'autres communes de Grand Angoulême. Et ça, je pense, c'est aussi quelque chose d'assez central en termes de demande de la part de la population, qui faisant du porte-à-porte, en préparation des élections municipales. On a fait une grande enquête, on vous donnera d'ailleurs les conclusions de cette enquête au mois de janvier. Ça a été l'une des demandes des gens. Les gens nous expliquent qu'il ne se passe rien dans le quartier, c'est mort, etc. Alors que les gens, des fois, ils proposent des initiatives. Il y a des choses, des fois, qui veulent se faire, sauf qu'il n'y a pas forcément les lieux pour pouvoir organiser ce genre d'initiative. Il n'y a pas d'accompagnement de la part de la mairie aussi pour aider la population, justement, à mettre en place des projets à l'échelle du quartier. Et un quartier qui ne vit pas, c'est un quartier où les gens ne se rencontrent pas. Du coup, les gens souffrent de la solitude. Je vous donne un chiffre, parce que pour nous, c'est quelque chose d'assez central. Il y a une étude de l'INSEE qui dit qu'il y a près d'un quart de la population française qui déclare vivre en situation de solitude, et 80% des personnes concernées par la solitude déclarent en souffrir. Donc ça, souvent, quand on parle de questions sociales, et notamment à gauche, on parle souvent de la pauvreté matérielle. On parle des fois de la pauvreté matérielle, c'est-à-dire la difficulté à manger, à faire les fins de mois. On parle beaucoup aussi de la pauvreté, on va dire, qui va être parfois, entre guillemets, culturelle, c'est-à-dire de personnes qui ont des fois des difficultés à avoir accès à la culture ou accès à l'éducation.
mais on parle très peu de la pauvreté que moi je vais qualifier sociale, c'est-à-dire justement des gens qui, parce qu'il n'y a plus ces espaces-là qui permettent des rencontres, qui permettent de vivre ensemble, qui font que les gens ont tendance à s'isoler. Et nous, c'est des choses qui nous ont particulièrement marqué. Et c'est vrai que c'est bouleversant. C'est-à-dire que nous, quand on se retrouve à faire du porte-à-porte, qu'on tombe notamment sur des femmes âgées à la retraite qui nous expliquent qu'elles ont vu personne de la semaine et qu'elles sont contentes de pouvoir discuter avec nous et des fois se mettent à pleurer devant nous parce qu'en fait elles expriment voilà, leur souffrance. Nous on trouve ça inadmissible. Et là concrètement, parce qu'on parlait tout à l'heure du NFP, au niveau national il y a des politiques qu'on peut impulser pour favoriser des politiques pour lutter contre ça. Mais là, concrètement, il y a bien une collectivité dont c'est la responsabilité première, c'est vraiment des communes. Donc là, pour nous, c'est quelque chose d'assez central. Et dernière grande proposition, c'est la 7e qu'on annoncera aujourd'hui, c'est donc lancer la planification écologique communale. Donc l'isolation des bâtiments communaux, du logement de manière générale, y compris tout ce qui est le lancement pour développer les énergies renouvelables et sur l'éclairage public aussi, c'est-à-dire rénover tout en LED. Donc ces mesures-là de planification écologique communale, évidemment elles vont agir sur la question climatique, mais c'est aussi un moyen de faire des économies. C'est-à-dire que ce sont des investissements qu'on va faire directement dès le début du mandat, mais ça va nous permettre de faire des économies sur tout le long du mandat et donc de dégager des sommes astronomiques d'argent qu'on va pouvoir ensuite investir pour pouvoir défendre les besoins de la population. C'est vrai que généralement, la seule critique qu'a la droite qui n'a pas toujours de projet, c'est de dire oui, vous voulez mettre en place ça, mais comment vous allez le financer? Déjà, si jamais on fait des bons investissements qui permettent d'économiser de l'argent, c'est du bon sens. Il y a dans certaines communes pareilles où ça puisse se faire, ça permet de dégager des centaines de milliers d'euros, voire même des millions d'euros, que les maires qui ont eu l'intelligence de mener ces politiques-là, qu'ils ont pu ensuite investir dans des politiques utiles. Rapidement brossé. Mais Les éléments il y aura d'autres propositions dans la Manche. Soyez pas trop gourmands ce soir. Donc voilà, on vous remercie pour votre écoute attentive et pour vos questions. Et peut-être que vous en avez d'autres à nous poser. Absolument. On est disposé à y répondre. Vous avez dit qu'aujourd'hui, vous avez suffisamment de personnes pour déposer une liste aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que la liste LFI et PC, pardonnez-moi, est déjà, enfin vous avez déjà l'ossature complète, le reste ça sera du bonus, mais aujourd'hui vous avez à peu près un trombinoscope. Et justement, pour nous, le message à faire passer, c'est que si on avait à déposer notre liste dans les prochains jours, on pourrait la déposer. Mais le message qu'on souhaitait ce soir envoyer à toutes les personnes qui ont participé à préparer les élections législatives en 2024, qui ont été animées de cet enthousiasme et de cet espoir pour le nouveau Front populaire et pour son programme aussi, qui est véritablement un programme de rupture, que ces personnes-là, on puisse leur dire vous avez votre place parmi nous, vous pouvez nous rejoindre et il est encore temps qu'on travaille ensemble. Également des personnes qui ont toutes sortes d'engagements et qui, c'est compréhensible aussi, se disent j'y vais pas, c'est pas forcément une question facile à se poser de faire figurer son nom sur une liste. Leur dire qu'ils n'hésitent pas à nous contacter. On est déjà en lien avec un certain nombre d'entre elles, mais voilà, s'il y a des gens qui veulent passer le pas, c'est tout à fait possible. Et surtout, c'est le moment. Oui. C'est le moment parce que le dépôt des listes, ça va arriver assez rapidement. Et nous, justement, on ne veut pas que les choses restent figées, parce qu'on sait qu'il y a de l'énergie disponible auprès de la population, des gens qui veulent que les choses changent, qui ont envie de s'impliquer pour la ville. Et donc nous, on tend la main à tout le monde, y compris peut-être même des déçus d'autres listes par rapport à certains processus. Peut-être certains qui vont dire non, moi
moi, si j'ai décidé de m'engager pour les municipales, c'était justement sur le rassemblement, sur le programme du NFP, bienvenue. On sait aussi que le fait que ce soir il y ait 2 organisations politiques connues aussi parmi la population qui s'expriment d'un commun accord, ça peut susciter un intérêt auprès des gens. On sait que c'est un signal qui est très attendu dans la population, et parmi les personnes qui se sentent le cœur à gauche, on sait que c'est quelque chose de très important. Donc on est quand même la seule liste de rassemblement, et donc on appelle ces personnes-là à nous rejoindre. Justement, vous parlez de liste de rassemblement, c'est-à-dire que aujourd'hui c'est la liste NFP, c'est la liste NFP soutenue par LFI le PC, c'est la liste LFI PC. C'est la liste Union Populaire Angoulême. Union Populaire, oui, non, je dis NFP, pardon, Union Populaire. Non, mais c'est le synonyme. Oui, c'est C'est vraiment cette volonté de rupture dans l'esprit du NFP qui a soulevé tellement d'enthousiasme au printemps dernier, on peut dire, qu'on souhaite décliner localement. Je pense qu'effectivement, l'Union Populaire Angoulême, c'est une étiquette commune. Et je pense que vous me direz si je me trompe, mais qu'on peut dire effectivement, c'est la liste soutenue par la France Insoumise et le Parti communiste français, et voilà, les citoyens engagés. Parce qu'il y a aussi ça, c'est que le NFP, c'était aussi des personnes qui étaient engagées dans le mouvement social, dans des associations, Dans des syndicats aussi. dans des syndicats. Bon, il y aura des syndicalistes et des personnalités du monde associatif sur notre liste. Mais voilà, on veut entre guillemets poursuivre la logique jusqu'au bout, et on en appelle voilà, à tous les gens qui sont en demande en fait de poursuivre cette dynamique, de dire voilà, on est là. Les briques partisanes et le ciment citoyen. C'était l'image qu'on avait, parce que le NFP, ce n'est qu'une récidive du Front de gauche, hein. Ça fait très longtemps. Beaucoup se sont engagés au lendemain du référendum en 2005. Et après, en 2008-2009, on a le Front de gauche, et puis après, on a la NUPES, et puis après, on a le NFP. Mais on voit bien que la gauche, et donc la droite par opposition, sont 2 notions qui éclairent l'orientation qu'on veut pour notre société. La position par rapport au privilège, la position par rapport au commun que l'on construit, à la cohésion sociale que l'on construit, au fait qu'on sait bien sûr qu'il faut participer à la contribution des ressources pour faire ce commun-là à la hauteur de nos moyens, de manière à ce que les autres en profitent à la hauteur de leurs besoins. Et ça interpelle, ça convoque le partage des richesses. On n'est pas une principauté, on ne lèvera pas l'impôt. Mais on se battra à tous les niveaux pour qu'on arrive à être à nouveau ambitieux pour la reconstruction de la cohésion sociale en France et dans chaque collectivité territoriale. Ce qui nous unit, c'est des programmes. On a chacun le nôtre au niveau national, mais il s'est forgé son enclume de ce qui nous rassemblait dans ces 3-4 organisations de structuration de la gauche. Et ce qu'on retrouve dans ces engagements nationaux, on a à le mettre en œuvre localement avec les spécificités du territoire. Et ce qui nous différencie là, des manquants de ceux qui sont dans d'autres, qu'on fait d'autres choix d'expérimentation en fait de ce premier tour, ça nous fait une marge une réserve en fait pour le second tour. Mais nous, on a vocation à être majoritaire. On a vocation à être majoritaire dès le premier tour. Mais on a surtout vocation à être majoritaire au deuxième tour. Le NFP, il est inévitable. Qu'il s'appelle NFP ou qu'il s'appelle autrement, mais une gauche unie avec une exigence citoyenne qui rapproche des organisations partisanes qui ont une expertise. C'est toujours ce qui a marché quand les victoires sont à gauche dans les élections territoriales. À Angoulême même. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu par 2 fois un député qui a été élu la première fois sous l'étiquette NUPES lors d'une élection partielle, la seconde fois sous l'étiquette NFP. Mais nous, c'est ce qu'on souhaite poursuivre. Parce que d'ailleurs, on ne va pas se cacher. Parmi les gens qui travaillent avec René Pilato, il y aura des gens qui ont constitué la liste.
et qui ont fait la démonstration aussi du sérieux, du travail qui est réalisé au quotidien. Et donc finalement, nous on le voit hein, quand on discute avec les gens sont satisfaits de leurs députés. Et donc nous, ce qu'on dit, voilà, ce que vous avez souhaité par 2 fois ici à Angoulême, maintenant on va le mettre en place pour gérer la commune et utiliser les compétences de la communauté et de l'intercommunalité pour changer la vie des gens concrètement. Et en s'appuyant aussi sur les expériences de ce type qui ont déjà été menées depuis de très nombreuses années, pas uniquement en région parisienne, mais je reviens sur la gratuité des transports. Il ne suffit pas d'être en région parisienne pour le mettre en place. On voit qu'il y a des expériences qui ont été menées dans des grosses agglos, des petites. Des communes de grosses agglos, au Bail par exemple. Y compris des communes de droite. Exactement. Châteauroux par exemple, c'est l'ancien ministre des Sports va mettre en place la gratuité. Donc quoi c'est possible. Soit par petits pas, comme certaines collectivités l'ont fait, soit, non pas brutalement, mais universellement. Je pense à l'agglo de Dunkerque et Grande-Sainte, la gratuité des transports, elle a été immédiate. Elle a été d'un seul coup et universelle, sans condition de ressources, de genre, d'origine ou de religion. Voilà, on monte dans le bus, on circule, on sourit, on dit merci, au revoir, et c'est gratuit et ça marche. En septembre, vous avez, un collègue à moi ou une collègue à moi avait posé la question de l'union de la gauche, et à l'époque, le PC se donnait le temps de la réflexion. On a beaucoup réfléchi. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance? Qu'est-ce qui vous a décidé? Est-ce que c'est des éléments nationaux? Est-ce que c'est des éléments locaux? Une combinaison des deux? Nous, on a commencé à se rencontrer le 3 avril dernier. On a commencé à échanger sur les points programmatiques et on a vu en fait qu'il n'y avait pas beaucoup plus que l'épaisseur d'un papier qui nous séparait. On espérait, enfin moi à titre personnel, j'espérais des accords nationaux pour pouvoir avancer plus vite et plus clairement. Ils ne viennent pas, ils ne sont pas venus, ils ne viennent pas, je pense qu'ils ne viendront pas. Donc on a décidé de s'adresser, je parle là au nom du PCF, de s'adresser individuellement à chacune des composantes de la gauche pour essayer d'avoir la plus large union possible à gauche dès le premier tour. Même si sur les programmes on arrivait à peu près à s'entendre avec tout le monde, il y a eu des points de blocage. En disant, certains disaient on veut bien faire l'union de la gauche, mais pas avec tout le monde. Donc nous on a continué à chercher l'idée de l'union la plus large possible en disant que ce n'est pas forcément le nombre de logos en bas d'une affiche ou d'un bulletin de vote qui définit la largeur, mais c'est le nombre de personnes qu'on peut rassembler sur un projet. Donc on s'est rapproché avec enthousiasme de nos amis insoumis. On a pris le temps, mais on a pris le temps de réfléchir, de consulter, réfléchir. On s'est rencontrés, on a échangé, et ça nous semble la position la plus cohérente si on veut respecter l'esprit de l'UNFP. Et d'ailleurs même, j'aime vous dire, nous on pense que c'est comme ça qu'il faut faire de la politique. C'est-à-dire que quand il y a des accords, ça se fait sur la base d'orientation politique, de programme. Pas pour se retrouver à dire des choses parce que ça nous arrange pour être élus. Et après, arriver en position d'être majoritaire ou d'être élu, et de faire le contraire, ce pourquoi on a été élu. Évidemment, je ne fais pas référence au vote qui a eu lieu récemment sur le projet de loi de finances, où il y a eu de la sécurité sociale, où il y en a certains qui ont validé les 3,6 milliards de coupes budgétaires sur l'hôpital public. Parce que par exemple, nous, dans notre programme, on défend l'hôpital public à l'échelle locale. On a des représentants de l'agglomération, de la mairie, qui siègent dans les conseils d'administration. Et là, il y a un moment donné, il y a aussi une question de cohérence à avoir. Et pour le coup, nous, on pense que ça, c'est important, parce que la gauche, elle gagne si elle est claire, si elle est cohérente, et si elle est sincère. C'est quelque chose qui nous a rassemblés dans nos discussions, de ce que j'ai pu voir, c'est effectivement, il n'y a pas de distinction entre les batailles qu'on mène au niveau national et, comme tu disais Nicolas, les batailles qu'on mène au niveau local. Et on sait très bien que sur un certain nombre de propositions qu'on aura, c'est pas la compétence directe de la mairie, mais que les élus qu'on veut sont des élus de combat, des élus qui mèneront la bataille pour que les services publics restent en Angoulême, restent en Charente. On a donné l'exemple du collège Michel Palais.
effectivement, c'est quelque chose qui nous rassemble, quoi. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que vous avez des discussions actives avec d'autres partis ou d'autres groupes? On imagine mal Angoulême Collectif s'arrêter là comme ça, Raphaël Manzanas, pareil, pour d'autres raisons. Est-ce que vous avez encore des discussions en cours où là, a priori, on a l'attelage définitif, quoi? Bah, j'en reviens un petit peu à ce que je disais au début, c'est-à-dire que ce que vous savez et ce qui est public actuellement, c'est qu'on a fait une proposition à Angoulême Collectif, on a eu des discussions comme avec le Parti communiste et vous aussi, On a eu aussi. avec les écologistes aussi, hein, qui sont une grosse partie d'Angoulême Collectif. On a eu des discussions programmatiques et on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de points d'accord. Donc nous, à partir de ce moment-là, on a considéré qu'on pouvait leur proposer de s'allier dès le premier tour. Vous le savez, il y a eu une fin de non-recevoir. Donc On a reçu la même, vous avez reçu la même. pour les mêmes raisons. Donc, comme on considère que la démarche du nouveau Front populaire, ça se fonde principalement sur le programme, la porte est encore ouverte. C'est ce que je disais tout à l'heure. Concernant les écologistes, concernant Angoulême Collectif, nous, on leur dit qu'il est possible de mener le combat ensemble, et même dès le premier tour. Oui, on ne change pas de trottoir quand on se trouve. Et d'ailleurs, quand on a rencontré à plein d'occasions, notamment les Charentais de l'année, certains de leurs membres, et les discussions montrent qu'il y avait dans les discussions internes un nombre conséquent de personnes, de militants qui voulaient nous rejoindre, quoi, et mener la bataille avec nous dès le premier tour. Écoutez, je vous remercie. Je prends une petite photo Mhm. de famille.